D'accord, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Je suis Aristide Camina. Au nom de toute l'équipe de Camtel, nous vous disons la bienvenue à notre premier webinaire consacré au lancement officiel de notre terminal financier. Donc, on devrait commencer à 18h30. Il est maintenant 18h47. Au programme, on aura une masterclass qui va durer environ 30 minutes sur le thème titres financiers en zone UEMOA, structure des marchés, instruments cotés, stratégie d'allocation. Donc, pour cette masterclass, notre intervenant, ce sera Monsieur Yves Landry-Assier. Il aura le temps de se présenter lui-même. Et à la suite de cette masterclass, je vais vous présenter le programme de la phase MVP qui va durer au total un mois. Et après cette phase, on va vous faire un petit tutoriel sur l'utilisation du terminal financier proprement. Donc voilà, Landry, je ne sais pas si tu es prêt, si on peut commencer. Oui, 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 c'est bon pour moi, hein. C'est ça. D'accord. Bon. Donc, ça va se dérouler de la façon suivante, la masterclass. On va faire passer une vidéo et ensuite, quand vous voudrez intervenir, n'hésitez pas à lever le doigt et puis on va ouvrir le micro pour que vous puissiez prendre la parole. Ensuite, notre intervenant va apporter des éléments de réponse à la question que vous allez poser. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer un sujet absolument fondamental. Comment passer d'une simple épargne passive à un véritable investissement actif et sécurisé sur notre marché financier régional. L'idée, c'est de regarder de très près les données de la masterclass KMTL pour comprendre étape par étape la mécanique qui permet à l'argent de réellement travailler dans la zone UMOA. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Au programme de cette session, le cheminement va être hyper logique. On va d'abord clarifier les différences fondamentales entre épargner et investir. Ensuite, on cartographiera l'écosystème de la BRVM. On ouvrira la boîte à outils des instruments financiers. On parlera du fameux triangle de décision avant de voir des stratégies concrètes et bien sûr les pièges à éviter absolument. Bon, c'est un peu la question à un million, n'est-ce pas? Que l'on soit un salarié avec un peu d'argent qui dort à la banque, un dirigeant de PME avec de la trésorerie en plus, ou un jeune pro qui pense à son avenir, le problème de fond reste exactement le même. L'argent qui ne fait rien. Avec l'inflation, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Il perd de sa valeur en silence tous les jours. Alors comment le faire travailler intelligemment sans prendre des risques complètement fous? C'est ce qu'on va résoudre ensemble. Première section. Épargne contre investissement, ou ce qu'on pourrait appeler le grand déclic financier. Avant même de parler de produits boursiers, il faut vraiment changer notre logiciel mental. Concrètement, on a deux visions qui s'opposent. D'un côté, la logique du coffre-fort. Épargner, c'est viser la sécurité totale et immédiate. Le souci, c'est que le rendement est tellement faible qu'il ne couvre même pas l'inflation. Le patrimoine fait du surplace. De l'autre côté, investir, c'est mettre cet argent au travail, un peu comme des ouvriers sur un chantier. Le but, c'est de construire un vrai patrimoine sur la durée en visant des rendements plus élevés. Et le secret ici, c'est qu'il faut accepter une part de risque, mais un risque qui est mesuré. L'épargne, c'est notre bouclier. En cas de coup dur, de facture imprévue, hop, c'est là, c'est disponible tout de suite. Mais attention, un bouclier, ça protège, ça encaisse les coûts, mais ça ne permet absolument pas de conquérir de nouveaux territoires financiers. La valeur de cet argent finit par s'éroder. Et c'est là qu'intervient l'investissement, qui est le vrai moteur de la croissance. Mais attention, investissement n'est pas synonyme de loto ou de casino. C'est vraiment l'inverse. C'est une discipline stricte où on pèse le pour et le contre. On accepte un risque très calculé en échange d'une vraie perspective de faire grandir son capital sur le long terme. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. Point barre. Deuxième section, l'écosystème de la PRVM. Maintenant qu'on a le bon état d'esprit, regardons un peu le terrain de jeu. Où est-ce que tout ça se passe réellement en Afrique de l'Ouest? Le marché, c'est comme une immense machine super bien organisée. En haut, on a l'AMFUMOA, qui est le gendarme, le régulateur. Ensuite, la BRVM elle-même, la grande place du marché. Il y a les émetteurs, donc les États et les entreprises qui ont besoin d'argent. Mais le truc crucial à retenir, c'est qu'en tant que Tu particulier, peux on ne peut-être peut pas frapper revenir en fait. directement à la porte de la BRVM. Il faut obligatoirement passer Ici, par un... Landry, tu parlais? Oui, oui, est-ce que tu peux peut-être revenir 10 secondes en arrière? 10 secondes en arrière, d'accord? Oui. En fait, l'idée ici, hein, c'est pas juste de vous faire passer une vidéo, mais de le rendre un peu plus interactif en essayant de commenter en fait chaque rubrique. Et pour résumer, en fait, si vous voulez la première partie, je pense que tous ici présents sur ce canal-là, pour certains, vous êtes des salariés, des entrepreneurs, des jeunes professionnels.
tu peux toujours laisser la vidéo, hein, Aristide. Je te dirai si quand est-ce qu'il faut avancer. Euh, ou des entrepreneurs. Donc, l'idée aujourd'hui que vous pouvez vous poser, c'est de vous dire justement comment est-ce qu'à un moment donné, l'argent que je mets sur le côté, ma petite épargne, comment est-ce que je peux le fructifier dans un contexte où, comme on le sait, il y a eu beaucoup de choses par le passé hein, en termes de placement d'argent, mon EVA et d'autres activités de ce type-là, justement, dans lesquelles il n'y avait pas de sécurité. On se retrouvait dans ce qu'on appelait des pyramides de Ponzi, où les gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc, dans ce contexte-là, les marchés financiers se révèlent être un bon refuge, en fait, en termes de sécurité pour toute personne qui voudrait fructifier ses fonds. Et donc, si je suis salarié, que je travaille que mon argent dort sur un compte d'épargne, je peux justement envisager de le fructifier un peu plus sur les marchés financiers. Si je suis un entrepreneur et que j'ai un excès de trésorerie que j'aimerais justement fructifier également, je peux investir sur les marchés financiers. Et si je suis un jeune professionnel euh, que je veux dès maintenant et très tôt m'imposer une discipline en termes d'investissement, les marchés financiers aussi sont là. Donc voilà un peu pour résumer la première partie. Tu- tu peux continuer, s'il te plaît. En particulier, on ne peut pas frapper directement à la porte de la BRVM. Il faut obligatoirement passer par un intermédiaire agréé, ce qu'on appelle une SGI. Il y en a 34 dans la région, et c'est par elle qu'on ouvre un compte titre pour commencer à investir. On passe à la section 3, notre fameuse boîte à outils financière. Quels sont les instruments à notre disposition sur ce marché? On commence par les stars du marché, les actions. Alors, une action, ce n'est pas juste un symbole bizarre qui clignote en vert ou en rouge sur un écran. Quand on achète une action, on achète littéralement un petit morceau d'une vraie entreprise, comme la Sonatel ou la BOA. On devient copropriétaire. Et ça change tout, car on va participer directement à ses succès comme à ses difficultés. Et justement, il faut bien peser la balance. D'un côté, le potentiel est énorme. Si l'entreprise fait des bénéfices, elle nous en reverse une partie, les dividendes, et la valeur de notre part peut grimper. Ça, c'est génial. Mais de l'autre côté, si l'entreprise traverse une mauvaise passe, la valeur de l'action peut chuter, les dividendes peuvent être coupés, ou ça peut être compliqué de revendre ses parts rapidement. C'est le deal de base quand on veut profiter de la croissance économique. Deuxième grand outil, les obligations. Là, on change complètement de logique. On n'est plus propriétaire, on devient prêteur. C'est un contrat où on prête de l'argent à un État ou à une grosse entreprise. En échange, il s'engage à nous verser des intérêts réguliers, qu'on appelle des coupons, et à nous rendre notre argent à une date précise. C'est l'outil parfait pour ceux qui aiment la prévisibilité. Alors bien sûr, on dit souvent que c'est le placement tranquille. L'argent rentre de façon régulière et le capital revient à la fin. Mais soyons 100% objectifs. Le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours un risque, même minime, que l'entité à qui on a prêté n'arrive pas à rembourser. Et il y a aussi les taux d'intérêt mondiaux qui peuvent fluctuer et impacter la valeur de notre obligation si on décide de la revendre en cours de route. Et voici le troisième outil, souvent le préféré des débutants, les OPCVM. Derrière cet acronyme un peu complexe se cache une idée brillante. Au lieu de s'arracher les cheveux à choisir soi-même telle ou telle action, on met notre argent dans un pot commun. Ce pot est géré par des professionnels certifiés qui investissent pour tout le groupe. Ça permet de diversifier son portefeuille instantanément, même si on commence avec un tout petit budget. Section 4, le fameux tri. D'accord. Alors, ce qui est intéressant en fait à noter, sur cette première partie-là qui était présentée, il y a deux éléments, hein. Le premier élément, on a parlé de la structuration du marché. Euh, et pour moi, ça, c'est un élément qui est très fondamental et que vous devez comprendre et qui renforce en fait le sentiment de sécurité. Et pour moi, c'est ce qui doit vous permettre de jouer sur le marché, en fait, d'aller sur ce terrain de jeu-là. Parce que c'est un secteur qui est extrêmement régulé. Pour moi, qui suis un peu dans les services financiers, il y a, 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 il y a pas organisme plus dur en termes de régulation que l'AMF. À côté de cela, il y a la commission bancaire. Mais ça démontre en fait du niveau en fait de regard, de rigueur que la Banque centrale, à travers justement l'AMF, ou l'UEMOA à travers l'AMF, aide à sécuriser en fait les investissements ou les actions que certains prennent. Donc, c'est pas comme si quand je sors aujourd'hui, je vais quelque part, quelqu'un vient me voir et me dit, écoutez, chef, mets de l'argent dans 10 jours, tu vas avoir fois 10 fois 20 fois 30. On n'est vraiment pas dans ce paradigme-là.
Le deuxième élément très important aussi à retenir, c'est le type d'instrument qu'on peut avoir. Je pense que la vidéo était assez claire là-dessus. Euh, Selon le fait que je prenne en tout cas, j'investisse dans un titre. Alors, un titre peut prendre deux formes de, deux types de formes, hein. Soit une action, donc dans ce cas-là, j'achète une partie d'une société, et donc je ne suis rémunéré qu'en fonction des performances en fait de cette société-là, et c'est très important de comprendre. Ça veut dire potentiellement que vous prenez un peu plus de risques quand vous investissez dans les actions, donc mécaniquement, ça veut dire que c'est un peu plus rémunéré. D'accord? A contrario, il y a les obligations. Les obligations sont des dettes euh, que vous faites. En fait, c'est les prêts que vous faites. Généralement, c'est les États qui émettent en fait ces obligations-là. Mais il n'y a pas que, hein. Il y a aussi des entreprises. En 2018, par exemple, moi, je participais à la structuration de ce qu'on appelait des titrisations. Donc, c'est des créances qu'une entreprise, une banque a auprès d'acteurs et décide de les revendre en fait au marché, donc vous. Et donc, dans ce cas de figure-là, vous prêtez en fait à cet organisme-là. Et contrairement à une action pour laquelle le revenu n'est... Allez, vous ne pouvez pas anticiper le revenu en réalité. Euh, dans une obligation, c'est totalement différent. Ils vont vous dire à chaque période, on appelle ça période anniversaire, on va vous verser ce qu'on appelle un coupon, voilà, ou des intérêts en réalité, pour faire simple. Euh, et donc, dans ce mécanisme-là, vous vous rendrez compte que comme c'est un peu plus sûr et qu'il y a un peu plus de visibilité, les obligations sont naturellement moins risquées et donc moins bien rémunérées que les actions, par exemple. Et puis, il y a les OPCVM, c'est un grand nom qui fait peur pour rien, c'est les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Donc, c'est des sociétés en fait qui regroupent des placements de plusieurs personnes euh, au sein justement en tout cas, et qui créent des portefeuilles de financement qui eux-mêmes sont composés à la fois d'actions ou d'obligations, non de titres. D'accord? Donc, vous aurez il y a des OPC qui vont proposer plusieurs types de FCP, donc de fonds communs de placement. Et en fonction de la composition, en fait, du portefeuille de ces fonds communs de placement-là, vous saurez naturellement, en fonction de ce que j'ai dit, si c'est plus risqué, donc plus rentable ou moins risqué, euh, moins rentable. Voilà. Tu peux continuer peut-être, Aristide. Décision. S'il y a un seul concept à retenir pour évaluer un produit financier, c'est bien celui-là. C'est simple, chaque produit doit passer par trois questions existentielles. 1. Le rendement. Combien ça peut me rapporter? 2. Le risque. Qu'est-ce qui se passe si tout va mal? Et 3. La liquidité. Si j'ai besoin de cash demain matin, à quelle vitesse est-ce que je peux récupérer mes fonds? Et c'est là qu'il faut être redoutablement pragmatique. Ce triangle, c'est de la physique de base. On ne peut jamais avoir le maximum partout. Jamais. Si un placement a l'air miraculeux avec un rendement complètement fou, c'est garanti à 100% qu'il cache un risque énorme ou alors que l'argent va être bloqué pendant 10 ans. Avoir ce triangle en tête, c'est le meilleur détecteur de mensonges pour protéger son capital. Section 5. Bon, Pause, pardon. J'aime bien cette partie-là. Bon, ils ont parlé des détecteurs de mensonges. En vrai, en vrai, c'est pas vraiment un détecteur de mensonges, mais c'est vraiment la boussole, en fait, de votre doctrine en tant qu'investisseur. Et tous, autant qu'on est sur ce meeting-là, on a une doctrine qui est propre à nous. Donc, on aura des gens qui seront plus risqués, moins risqués, des gens qui vont vouloir prendre moins de risques, donc ils vont vouloir euh, prendre des participations qui ont moins de risques. Mais en tout état de cause, ce qu'il décrivent est très bien, donc le rendement. Donc, si aujourd'hui je prends un titre, je ne fais pas de segmentation action-obligation, si je prends un titre, la première chose qui doit me motiver, c'est ce titre-là, qui peut être une action, une obligation. Combien est-ce que ça va me rapporter? D'accord? Généralement, le combien est-ce que ça va me rapporter est dépendant du risque qui va avec. Donc, moi, je l'ai dit hein, préalablement, si c'est un peu plus risqué, par exemple, généralement, on tend vers des actions, donc le rendement peut être un peu plus intéressant. Si c'est moins risqué, on va tendre vers des obligations, donc de la dette, avec de la visibilité de paiement, et donc le rendement sera un peu moins élevé. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'élément de liquidité qui peut s'apprécier diversement. Si je suis dans le cas d'une action,
Et c'est là aussi où il y a une partie un peu plus technique, en fait. Mais bon, ce ne sera pas le lieu d'analyser. Mais la plateforme Camtel et l'agent IA, on dit, vous aideront énormément, énormément, en fait, en la matière. C'est votre capacité à analyser votre contrepartie. La contrepartie, c'est soit l'entreprise dans laquelle vous avez pris des actions, soit l'organisme qui peut être une société ou l'État qui vend de la dette que vous allez acheter. D'accord? Donc, dans certains cas de figure, ici, on est dans le cas d'une action, on peut avoir des entreprises qui sont rentables, qui génèrent même du rendement, mais qui ne distribuent pas de dividendes, par exemple. Donc, l'élément de liquidité n'est pas là. Donc, est-ce que je veux investir dans un fonds pareil, sachant que l'entreprise va pas, en tout cas n'a pas dans sa politique de paiement des dividendes, ne veut pas verser des dividendes dans les 2 prochaines années. Si je suis prêt à attendre, c'est sûr que au moment de verser les dividendes, je vais gagner gros. Si je suis pas prêt à attendre, bon, écoute, je vais partir dans un fonds qui, en tout cas dans un fonds, en tout cas dans un titre qui me permet, par exemple, de pouvoir toucher des dividendes chaque année. Pareil pour les obligations. Aujourd'hui, il y a la grande problématique des États, l'AES et consorts. Il y a des États aujourd'hui où, même pour acheter des titres, il faut se poser des questions parce qu'on se dit, est-ce que le pays, à terme, ne fera pas défaut de paiement? Avant, les obligations étaient considérées comme des actifs quasi sans risque, en fait. Mais aujourd'hui, justement, avec la conjoncture internationale, c'est des aspects qui rentrent en ligne de compte de l'analyse et qu'il faut regarder. Allez, en tout état de cause, ces trois éléments-là, pour moi, ça, c'est les trois éléments les plus importants qui doivent guider, en fait, votre initiative en termes d'investissement et que vous devez regarder fondamentalement chaque fois avant de prendre une décision. Next. Aristide, vas-y. Que l'argent va être bloqué pendant 10 ans. Avoir ce triangle en tête, c'est le meilleur détecteur de mensonges pour protéger son capital. Section 5. Bon, on a la théorie, on a les outils, maintenant comment on assemble tout ça dans la vraie vie? Prenons un cas super concret. Imaginons un capital de 10 millions de francs CFA à placer sur 3 ans avec un profil plutôt équilibré. On ne met surtout pas tout au même endroit. On va utiliser 50% pour acheter des obligations, ce qui nous crée une base solide avec des revenus réguliers. Ensuite, on met 20% dans les actions pour donner un vrai coup de boost et chercher de la croissance. Et le reste, on le garde en liquidité et en réserve de sécurité. C'est ça, une approche structurée et intelligente. Et on arrive à la dernière part. Pause. Alors, à ce niveau-là, je veux juste vous partager une petite slide. Je partage, pardon, je reprends juste la main. Non, je ne peux pas autoriser. Est-ce que je peux avoir la main? Non. Oui, j'ai arrêté, vas-y. D'accord, je partage juste mon écran. Alors, à ce stade-là, j'ai bien envie de vous montrer en fait cette image-là que j'aime bien, qui définit en fait votre type, le type d'investisseur que vous pourrez être. Donc, comme je l'ai dit, hein, si vous êtes quelqu'un de très prudent, ou si vous êtes quelqu'un, allez, je ne vais pas équilibré, mais qui est moins risqué, ou si vous êtes quelqu'un qui est dynamique et très risqué, par exemple, vous allez avoir des compositions de portefeuilles qui sont radicalement différentes. Donc, si je suis prudent, par exemple, je vais aller sur des obligations, pardon, sur du monétaire euh, principalement. Je vais aller sur des obligations euh, et je vais mettre très peu, mais vraiment très peu d'actions dans mon portefeuille. Si je suis équilibré, je vais faire un peu aller du un tiers, on va dire ça comme ça, entre le monétaire, entre les obligations, entre les actions. Et ici, je veux vraiment gagner beaucoup et vite, donc être dynamique. Écoute, je vais composer en fait mon portefeuille principalement d'actions parce que les actions sont beaucoup plus rentables en termes de revenus en fin d'année, mais malheureusement plus risquées. Voilà. Euh, c'est bon, je peux arrêter mon écran. Tu peux continuer la présentation. Petite vidéo. On le garde en liquidité et en réserve de sécurité. C'est ça, une approche structurée et intelligente. Et on arrive à la dernière partie, la section 6, les pièges classiques et les outils pour les esquiver. Il y a des erreurs monumentales qui peuvent détruire un patrimoine à vitesse grand V.
On parle de courir aveuglément après le plus grand rendement, de tout miser sur la même entreprise, ou pire, d'investir parce qu'on a entendu une vague rumeur. Mais au fond, les deux plus grands ennemis de l'investisseur, c'est l'impatience de vouloir s'enrichir vite et le manque d'éducation financière. C'est vraiment la recette du désastre. Heureusement, aujourd'hui, on n'est plus tout seul. Pause, pardon, pardon. Alors, ces erreurs-là, en fait, si vous voulez, moi, je les résume en sept. On vous partagera une présentation, mais bon, moi, je les appelle les sept erreurs, en fait, qui coûtent souvent trop cher, très cher à l'investisseur. La première erreur, justement, c'est de chercher uniquement le rendement le plus élevé. Ça, c'est, pardon de dire, mais c'est l'erreur du débutant de dire, je veux tout et tout de suite. D'accord? En fait, comme je l'ai dit, plus de rendement, c'est plus de risque. Donc, un portefeuille trop risqué, s'il n'est pas bien géré, je dis n'importe quoi, hein. Si je prends beaucoup de titres dans le secteur agricole, que demain, il y a un problème sur les coûts internationaux, les sociétés vont être moins performantes et donc, du coup, les rendements vont prendre un coup. Donc, je risque d'être très, très, très loin de ma rentabilité, en tout cas de mes revenus espérés. Il y a le fait aussi de mettre tout sur un titre. Ça, c'est aussi une belle erreur que souvent certains font en se disant, bon, moi, je vais pas me casser la tête, hein. Je vois Orange Côte d'Ivoire, ils sont rentables. Mon cher, je vais mettre tout mon argent sur Orange Côte d'Ivoire. Bon, je ne pense pas qu'Orange Côte d'Ivoire aura des problèmes demain, mais imaginons par exemple que demain il y a un problème, que les Ivoiriens se fâchent, ils disent, bon, Orange, vous avez bouffé trop d'argent, on veut tous aller chez MTN. Parce que j'aurais mis tous mes œufs dans un seul panier, je peux me retrouver justement à risque parce que les performances d'Orange Côte d'Ivoire ont baissé. Ou par exemple, j'ai pris que des obligations du Mali, par exemple, et demain, je ne le souhaite pas. Le Mali a un problème de liquidité, un événement d'impayé. Euh, le Mali ne peut pas payer ses échéances. Je suis bloqué parce que tout mon argent est bloqué. Hum, le fait aussi de négliger la liquidité, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder. Est-ce que, même si la société est performante, est-ce que c'est une société qui a une politique de dividendes qui est assez agressive, donc qui partage en fait de façon constante ses revenus, ou est-ce que si c'est une obligation, c'est une contrepartie donc qui n'a pas potentiellement des problèmes de liquidité ou qui peut pas potentiellement en avoir. Le fait aussi d'investir dans un horizon sans horizon défini. Il y a des gens qui mettent de l'argent. Je reviens toujours à mon cas, c'était Orange Côte d'Ivoire. Il va mettre son argent, il ne sait pas vraiment quoi faire. Donc l'argent est là, il n'a pas vraiment de stratégie, il garde le blé. Euh, le coût peut baisser naturellement parce qu'il y a une information financière qui circule sur le marché. Comme je dis, il y a une contingence ou un élément en fait qui dépend pas justement de la société ou même qui interne dans la société qui apparaît et donc le coût va perdre et donc les revenus aussi que j'espérais vont perdre. Confondre action et obligation, c'est très différent. Beaucoup font cette erreur en se disant, comme c'est des titres, donc c'est pareil, non? C'est des titres, mais ils ne fonctionnent pas de la même manière. Je pense qu'on a eu l'occasion d'expliquer. Suivre les rumeurs, ça aussi, c'est une grosse, grosse erreur. Euh, Investir, c'est à un moment donné, c'est pas que du jeu. Ça demande aussi un peu de structure et de rentrer un peu plus dans les détails. Donc, on ne peut pas, par exemple, être sur les marchés, être boursicoteur et puis ne pas s'intéresser à l'information financière. Mais l'information financière est vraie. Donc, ça va amener justement les gens à avoir des abonnements sur Sika, par exemple. Et on l'espère, KMTL, par exemple, aidera aussi vous aidera et aussi à pouvoir avoir la bonne information, la plus fiable pour ne pas justement vous laisser induire en erreur par des rumeurs qui vous feront faire de mauvais choix d'investissement. Et puis enfin, la dernière chose, c'est ne pas se former. Ça, c'est vraiment fondamental. Les gens pensent qu'en fait, c'est qu'un jeu. Bon, je viens, c'est la bourse. De toute façon, la BRV me l'ont dit, et on gagne beaucoup d'argent. Je finis, je mets mon argent, je suis là. Je sais pas vraiment de quoi on parle. Et puis, j'attends que l'argent fructifie. C'est pas, on n'est pas en train d'assister au miracle de Jésus qui va transformer le, le pain ou le poisson. Non, c'est vraiment un exercice où il faut apprendre au quotidien. Faut savoir justement les rudiments. Il faut entrer dans des détails techniques. Comme j'ai dit, il faut comprendre l'information financière. Il faut savoir ce que c'est que le bilan d'une entreprise. Il faut savoir ce que c'est que les rapports de gestion. Il faut savoir à quel moment justement les états financiers des entreprises sont publiés. Comment est-ce que vous lisez les états financiers? Comment est-ce que vous pouvez anticiper aussi des performances de l'entreprise? Parce que comme des humains,
un diagnostic à l'hôpital peut permettre d'anticiper en fait son état de santé dans un mois, dans 6 mois ou dans 2 ans. Voilà. Allez, next, le sujet. Et donc, sur ce, voilà ce qu'on avait à vous partager sur le corps même de, de cette première partie-là, avant justement de vous présenter le terminal ainsi que l'agent IA qu'on a mis en place et qui normalement devrait pouvoir vous aider à être beaucoup plus à l'aise en fait sur les marchés financiers et à boursicoter, je dirais, en paix. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Landry, pour cette brillante intervention. Déjà, moi, je voulais poser quelques questions juste pour les aider, juste pour quelques éclaircissements, si tu permets. Vas-y. D'accord. Donc, à l'entame, dans la vidéo, tu avais parlé d'inflation versus investissement. Mhm. Je sais pas, il y a une quelconque relation entre les deux éléments. Oui, la relation est très simple, hein. En fait, si vous voulez, quand vous investissez dans un compte d'épargne, vous espérez, bon, les banques ne vont pas vous verser plus de 3,50, 3%. Quand ils sont trop gentils, c'est 3,5%. D'accord? En fait, en même temps que vous êtes là, en même temps aujourd'hui, quand tout allait bien, on était à des taux d'inflation autour de 2%. Aujourd'hui, avec la crise dans le détroit d'Ormuz, avec tous les problèmes que le monde connaît, on peut facilement en fait aller à des taux d'inflation autour de 5%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'argent que vous détenez la perd, allez, je la fais simple, hein, perd de la valeur, perd environ 5% de valeur en fait sur sur la période. Donc, vous comprenez que l'argent que vous avez investi là, vous espérez qu'il prenne 3% de valeur, non? Mais en même temps, il a perdu 5%. Donc, en fait, vous êtes toujours dans un jeu où vous perdez. Donc, si par exemple, vous avez investi 10 000 francs, au bout d'un an, vous espérez par exemple 10 300, c'est ça? Vous espérez 10 300. En fait, théoriquement, vous avez 10 300, mais vous avez perdu de la valeur. Donc, vous avez perdu 5% de cet argent en réalité. Donc, vous êtes en dessous, en fait, de, des 10 000 francs initiaux que vous aviez investis. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, justement, qu'on privilégie pas le... Pas qu'on privilégie pas. L'épargne, c'est toujours bien pour garder de l'argent, pour sédentariser un peu. De toute façon, moins de 10 000, ça reste toujours de l'argent. C'est mieux que zéro, c'est mieux que dilapider dans des bières ou dans le payard, comme on dit. Donc voilà, je préfère en avoir un peu que de ne rien avoir. Mais au jeu auquel on veut jouer, où on veut tous devenir des gens qui ont du patrimoine et qui voulons tous devenir riches, c'est pas le bon calcul qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on demande justement de se diriger vers la bourse, parce qu'en bourse, vous pouvez faire des revenus de 10%, de 15%, si vous êtes très, 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 très bon boursicoteur. Donc, au change, vous vous rendrez compte que le taux d'inflation appliqué à ce que vous aurez gagné, ça n'aura rien fait parce que vous avez fructifié l'argent plus que l'argent a perdu de la valeur. Voilà. Pour faire simple. D'accord, Je merci, sais pas. Landry. Oui, il y a une question. Oui, le replay, ça sera disponible. Ça sera disponible. On vous mettra à disposition le lien. D'accord. Donc, Landry, merci pour ton intervention. Et il y a quelque chose que moi j'ai retenu au cours de cette intervention, c'est que le marché financier, il y a le régulateur qui surveille tout. Donc, en un mot, Mhm. ce qu'on fait comme placement, on est safe en termes de se faire gurger, se faire voler son argent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu. Mhm. Voilà, donc, si vous avez eu à faire des placements par le passé avec ce que la Côte d'Ivoire a connu, je ne vais pas citer de nom, mais pour ce qui est du marché financier, sachez qu'il y a quand même des régulateurs. Il a cité la commission bancaire, il a cité l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA, qui sont très durs en matière de régulation. Donc, on ne peut pas se... Attends, je vais compléter. Tu D'accord? comprends mieux. C'est safe dans la mesure où quelqu'un ne va pas venir voler votre argent. Parce que Voilà. si vous partez donner l'argent à quelqu'un qui vous dit rouge gagne, noir gagne, perd, je sais pas quoi là, tu vois, et que vous pouvez gagner, vous investissez 10 000, vous pouvez gagner 1 million dans une semaine, en fait, c'est quelqu'un qui va vous voler votre argent et parti. Sur le marché financier, c'est pas possible. Personne ne peut voler votre argent. Par contre, il y a le risque. Vous pouvez perdre votre argent. Ça, il faut que vous le compreniez très bien.
si vous faites de mauvais placements, si vous investissez dans les mauvaises entreprises, si vous prenez les mauvaises positions, vous pouvez voir votre richesse aussi fondre. Voilà. Donc, c'est pas sans risque. Mais le seul risque dépend de vous. C'est pas un risque où quelqu'un va bien voler votre argent. Et si demain vous vous retrouvez à ne rien avoir, c'est, pardon de dire comme ça, mais de façon directe, c'est que c'est, vous devez vous en prendre à vous-même. Ce ne serait pas quelqu'un qui serait venu vous voler. Voilà. D'accord, merci Landry. Et je pense qu'on vient Alors, on vient de clôturer voilà, la séance de questions-réponses. On va poursuivre le programme. Le point suivant, c'était de présenter le programme de la phase MVP. D'accord, donc je vais vous partager une slide, enfin le programme explique aux gens rapidement. ce que c'est que MVP, hein. Comment? Pas- Explique calmement ce que c'est que MVP. D'accord, je venais un produit que vous venez de concevoir. Le produit il répond à un certain besoin, il présente certaines fonctionnalités. Et vous mettez le produit en situation de vie réelle, c'est-à-dire des utilisateurs vont utiliser le produit et vous feront ensuite, vont vous faire un retour en fait. Et vous verrez comment ces utilisateurs vont réagir aux différents produits pour pouvoir l'améliorer plus tard. Donc c'est cela. Le terminal, il est conçu. Le terminal présente certaines fonctionnalités. Donc on le met en situation de vie. L'utilisateur final, c'est vous. Vous allez utiliser le terminal au quotidien, pour vos différentes recherches, ainsi de suite. Et on verra comment vous allez réagir face au terminal de votre réaction, ainsi que le feedback que vous allez faire. Et selon le cas, il y aura des améliorations à faire, des ajustements à faire. Donc, c'est un peu ça la phase MVP. Elle va durer au total 1 mois. Donc, Landry, là, je rentre dans le vif du sujet, hein. Non, c'est pas ça. Voilà, vous voyez ma slide. Donc, la phase MVP va durer au total 1 mois. Et elle est structurée en 4 semaines. Ça, c'est la première phase MVP. Après la première phase MVP de 1 mois, il y aura une autre phase qui va durer 3 mois au total. On en parlera après. Donc, pour ce premier mois, qui est la phase MVP 1, qui va s'étendre sur 4 mois, ce sera du 4 mai, c'est-à-dire aujourd'hui jusqu'au 25 mai. Et elle est divisée en 4 semaines. Semaine 1, semaine 2, semaine 3 et semaine 4. Et pour chaque semaine, il y a une thématique précise sur laquelle on va travailler ou bien que vous allez travailler. Et en début de semaine suivante, c'est-à-dire le lundi soir, on va se rencontrer au cours d'un webinaire. Et au cours de ce webinaire, on fait le point de ce qu'on a fait la semaine passée. On va ensuite répondre éventuellement à des questions et on va présenter le programme de la semaine suivante, c'est-à-dire ce qu'on va faire la semaine suivante. On aura au total 4 webinaires qu'on va faire jusqu'au 25 mai.